Ouais, image supprimée, non-respect de la loi, non-respect de la loi, utilisation scandaleuse ou interprétation scandaleuse d'autres textes de loi. Hein. C'était un des points ce matin que Thomas Massie a mis en avant en expliquant que du côté de Todd Blanche, on allait utiliser des lois plus anciennes pour justifier, hein, c'est ce qu'il a écrit en tout cas au Congrès, certaines de ces opérations de censure, ce qui est absolument illégal. Et du coup, la véritable question qui se pose, c'est de se dire, et maintenant? Et maintenant? Je vous ai montré comment, du côté de Trump, on a perdu cette bataille de l'opinion publique. On avait déjà, il y a quelques mois, fait un sondage avec Jean-Marc Léger hein, qui démontrait qu'une majorité d'Américains, y compris dans le camp républicain, considéraient que Donald Trump non seulement était responsable de cette opération de cover-up, mais était coupable, même si un sondage, évidemment, ce n'est pas un procès, mais était sûrement coupable des mêmes crimes que Jeffrey Epstein. Je n'irai pas moi-même jusque-là. J'ai deux certitudes, on est dans la parenthèse, j'ai deux certitudes. La première certitude, c'est que certaines personnes proches de Donald Trump et de Jeffrey Epstein, qui ont soutenu financièrement Donald Trump depuis des années et qui ont été à un moment ou à un autre des membres de Mar-a-Lago, qui ont été à un moment ou à un autre des personnes extrêmement présentes dans l'entourage de Donald Trump, ont commis ces mêmes crimes. Et j'ai une deuxième certitude, c'est qu'il n'y avait aucune manière pour Donald Trump de ne pas savoir, lorsqu'on a une amitié de 17 ans, une proximité de 17 ans avec Jeffrey Epstein, de ne pas savoir. De ne pas savoir. On ne peut pas participer au 50-year book, l'anniversaire, le livre d'anniversaire, le birthday book des 50 ans, pour célébrer les 50 ans de Jeffrey Epstein, de faire le dessin que Donald Trump a fait, de faire un poème qui parle de femmes. On ne peut pas faire des interviews en disant que Jeffrey Epstein s'intéresse à des filles encore plus jeunes que Donald Trump s'intéresse lui, sans être au courant des abus de Jeffrey Epstein et de certaines personnes de son entourage. Donald Trump souvent utilise l'excuse de dire non, mais de toute façon, moi, je me suis séparé, disputé de Jeffrey Epstein à la fin des années 2000, et non pas le début, hein, comme dit Todd Blanche, à la fin des années 2000, parce que je savais que c'était un creep. Un creep, donc un bizarre, un pervers. Et la question qu'on peut se poser, c'est combien d'années il a fallu à Donald Trump pour se rendre compte que Jeffrey Epstein était un pervers. Il lui a vraiment fallu 17 ans pour se rendre compte que Jeffrey Epstein était un pervers. Je referme la parenthèse. Donc, ça, c'est cette bataille perdue au niveau de l'opinion publique. Et puis, donc, il y a le reste. On parle ici du non-respect d'une loi. Donc, ce qui veut dire des procédures judiciaires menées par les élus, mais également menées, on l'a vu, on l'a entendu hier, par des avocats, par des survivantes. Certaines, il faudra attendre après 2028. D'autres, il faudra attendre après 2026 s'il y a, comme cela s'annonce, une défaite des Républicains pour les élections de midterm. Et donc, c'était une question qui était posée ce matin à Thomas Massie. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour ne pas attendre ce délai de 2026 ou post-2028? Vas-y, Thomas. Mr. Blanchard, Congressman Massey
What are you going to do about it to force them to comply? I mean, can you do anything? Oh, absolutely. Look, people have talked about, and by the way, Todd Blanche is the face of this, but it's really the Attorney General's office, Pam Bondi, who is responsible. And there are several ways to get at this. Some take longer, some are shorter. The quickest way, and I think most expeditious way to get justice for these victims is to bring inherent contempt against Pam Bondi. And that doesn't require going through the courts. And give her, and basically Ro Khanna and I are talking about and drafting that right now. Donc, à ce moment de cette interview, donc c'était tôt ce matin sur les médias américains, Thomas Massie dit nous sommes en train de préparer des articles, donc le texte, un acte d'inculpation pour outrage inhérent au Congrès. On a débuté cette émission avec ce message ce tweet de Ro Khanna confirmant que c'était fait, qu'ils allaient lancer cette procédure. On sait que Ro Khanna a expliqué qu'ils avaient réussi à créer une base, une coalition bipartisane pour avancer dans cette procédure. Alors, c'est quoi l'outrage inhérent au Congrès? C'est un pouvoir particulier qui permet au Congrès d'arrêter, de juger et de punir un élu ou même un citoyen, un ministre ou un membre de l'administration, sans passer par le département de la justice, c'est ce qui est vraiment important, sans passer par le département de la justice et sans passer devant un tribunal. C'est un mécanisme qui n'est pas inscrit dans la Constitution, mais qui a été reconnu par la Cour suprême dès 1821. Il y a eu une deuxième tentative de revenir sur le côté légitime de ce mécanisme au début des années 1900. Ça a échoué. Donc, c'est un acte, un pouvoir qui, justement, est reconnu au Congrès dans cette idée de séparation des pouvoirs aux États-Unis. De dire, voilà, c'est un des garde-fous que le Congrès a si il y a un abus de pouvoir du président des États-Unis ou de son cabinet. Donc, ça veut dire quoi en termes de procédure? Ça veut dire qu'un outrage inhérent au Congrès, c'est que on doit préparer dans un premier niveau l'équivalent d'un acte d'inculpation. C'est ce qu'on entend lorsqu'il dit le mot articles. On prépare cet acte d'inculpation et ensuite, il y a un vote de la Chambre des représentants. Parce que la force de cet outil qui a été utilisé fréquemment dans l'histoire des États-Unis, dans les années 1800 jusqu'à la fin des années 1930, je pense que la dernière fois que la Chambre des représentants a utilisé, non, c'était le Sénat, a utilisé cette procédure, c'était en 1934, utilisé avec succès. La force de ce texte-là, c'est que contrairement, parce que c'est le point de départ de la question que l'on pose à Thomas Massie, contrairement à un impeachment, vous le savez, la procédure de l'impeachment, c'est que la Chambre des représentants vote un impeachment, qui est donc un empêchement, qui est une inculpation, si vous voulez, et le procès se passe au Sénat. C'est le Sénat qui décide si le président ou le ministre ou le haut fonctionnaire est coupable. Et on voit que ces dernières années, que ce soit encore une fois dans la procédure Clinton ou dans les procédures Trump,
le fait de ne pas avoir une majorité dans les deux chambres rend la procédure d'impeachment quasiment inefficace parce que on décide de voter, non pas dans son âme et conscience, mais on décide de voter par rapport à son étiquette politique. Et donc, on l'a vu, par exemple, et c'est pour ça que Donald Trump a réussi à pouvoir se représenter, qu'après le 6 janvier 2021, il y a eu une majorité à la Chambre des représentants, les démocrates et quelques républicains, mais malheureusement, au Sénat, qui était contrôlé par les républicains, il n'y a pas eu de majorité pour condamner Donald Trump et donc le rendre inéligible à vie. C'est ce qui se serait passé si le Sénat avait assumé Cette responsabilité. cette responsabilité. Ouais. Ils ne l'ont pas fait. Là, dans l'outrage inhérent, il n'y a pas besoin des deux chambres. Ce qui veut dire que la Chambre des représentants a le droit de suivre cette procédure-là, comme le Sénat a le droit de le faire ou pas, sans avoir le besoin d'un accord et d'un vote dans l'autre chambre. Ça peut être que simplement la moitié du Congrès. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la Chambre des représentants, et vous le savez très bien, avec Mike Johnson, qui est l'équivalent d'un lame duck, la majorité des républicains est tellement faible, et elle va être encore plus faible à partir du 6 janvier prochain et la démission de Marjorie Taylor Greene, de toute façon qui irait sûrement voter pour ce texte-là. Résultat, du côté de Ro Khanna, on se dit, si on a la totalité des démocrates qui votent pour cet outrage inhérent au Congrès, pour ce lancement de la procédure, ça va être très simple d'avoir quelques républicains, dont Thomas Massie, bien évidemment, qui vont dans le même sens. La dernière fois que cette procédure a été tentée, mais n'a pas fonctionné, c'est très récent. C'est très récent et c'est intéressant parce que c'est les MAGA qui ont tenté cette procédure contre Merrick Garland. Ils ont perdu 210 à 204. Pour vous dire déjà comment c'était serré. La procédure, c'était dans le cadre des interviews faites par Joe Biden au procureur spécial Robert Hur. Il voulait l'enregistrement, pas seulement la transcription, mais l'enregistrement de ces interviews pour démontrer que Joe Biden, qui allait être candidat contre Donald Trump, n'avait plus ses capacités intellectuelles. La procédure est passée au vote, c'était en juillet 2024, et elle n'a pas obtenu suffisamment de voix. Mais à l'époque, il y avait une majorité plus large. Aujourd'hui, on estime, du côté de Ro Khanna et de Thomas Massie, qu'on va pouvoir aller chercher suffisamment de républicains pour que cette procédure d'outrage inhérent au Congrès soit lancée. D'autant plus que Pam Bondi, vous le savez, ne fait pas l'unanimité dans le camp MAGA. Ouais. Et que sur ce dossier-là, encore une fois, le pari de Thomas Massie et de Ro Khanna, c'est de dire, si on part au vote, les républicains auront le même challenge que l'on voit sur Obamacare ou le même challenge qu'ils ont eu lors du passage de la discharge petition, de dire, OK, vous voulez vraiment voter pour protéger Pam Bondi? Vous voulez vraiment voter pour protéger la censure dans le dossier Epstein? Donc, c'est le pari. Donc, la première chose, et évidemment, nous serons en direct. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification pour ce vote historique. Nous serons en direct parce que dès que les articles, donc ce qu'on appelle les articles, donc l'acte d'inculpation est co-sponsorisé par deux élus, Ro Khanna, démocrate, Thomas Massie, républicain, il doit y avoir un vote. Et si Mike Johnson trouve une manière, encore une fois, de moyenner pour protéger,
Thomas Massie l'a annoncé, ça repartira en discharge petition. Et vous le savez, en discharge petition, le bilan de Mike Johnson est compliqué on l'a vu sur l'affaire Epstein. Et puis, dès le mois de janvier, lorsque le Congrès va réouvrir, il va être obligé de le réouvrir sur l'extension pour 3 ans d'Obamacare. Donc, une fois que cet acte d'inculpation, ces articles de outrage inhérents au Congrès seront déposés, il y a un vote. Soit le vote échoue, ça s'arrête là. Il y a d'autres procédures à aller trouver, où il y a un rendez-vous de se dire, tiens, on le fera lorsqu'on aura la majorité dans 10 mois. On sera en janvier, donc on sera encore plus proche des élections de midterm. Et du coup, on transformera ça en impeachment, vu qu'on aura la majorité à ce moment-là. Ou alors, il y a une coalition, comme l'espère Ro Khanna et comme l'espère Thomas Massie, une coalition suffisamment importante pour décider que la procédure est validée. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que la procédure est validée, une fois que le vote, qu'il y a eu 218 élus qui ont voté pour ce outrage inhérent au Congrès, le Sergeant in Arms, on en revient à ce qu'on voyait, il y a dont Ro Khanna parlait il y a quelques jours. Le Sergeant in Arms reçoit l'ordre d'aller arrêter Pam Bondi. Il reçoit l'ordre d'aller arrêter Pam Bondi, de lui passer les menottes et de la ramener devant la Chambre, et simplement la Chambre des représentants, pour lancer une procédure de procès devant la Chambre. On peut éviter, si on se rend compte que c'est trop compliqué, cette procédure d'arrestation, qui est prévue dans le texte de la loi, on peut passer directement à la phase de procès, lui demander d'être présente, la convoquer au procès. Si elle ne se présente pas, c'est une nouvelle faute devant le Congrès. Là, on le renvoie. Ça fait une opération photo. Exactement. Et à partir de là, il y a ce procès qui débute, qui peut se terminer dans une détention. Ils ont ce pouvoir, évidemment, ça n'ira pas jusque-là. Dans une détention de la personne qui est coupable dans les cellules du Capitole, et cette détention, tant que elle n'aura pas rendu public la totalité du dossier. Là, ce que vont demander Ro Khanna et Thomas Massie, ils ne vont pas demander une détention de Pam Bondi dans les géoles, dans les cellules du Capitole. Ils vont demander que chaque jour où elle ne remet pas le dossier, la totalité du dossier Epstein et les documents qui seront certainement listés, et c'est ça ce qui va être intéressant à voir dans ces articles. Les articles vont très certainement lister certains de ces documents dont on sait qu'ils sont dans le dossier Epstein et on ne les a toujours pas vus. Et donc, ils vont lister ces documents-là. Et tant que Pam Bondi ne les aura pas remis, elle sera condamnée à payer une amende quotidienne en disant, voilà, elle est en content du Congrès. Donc voilà ce qui risque de se passer à partir du mois de janvier. Évidemment, on va suivre tout ça. Donc c'est ça, l'outrage inhérent au Congrès. C'est symbolique, certes, mais imaginez l'impact politique d'un procès, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, d'un procès devant les médias, devant les caméras, devant les citoyens américains, un procès de Pam Bondi et de Todd Blanche qui démontrerait, parce que n'oublions pas, le but c'est quoi ? Qu'ils ont
refusé d'appliquer la loi, qu'ils ont décidé de se mettre hors la loi pour protéger Donald Trump. Imaginez l'impact en 2026 en pleine campagne électorale. C'est ce qu'elle veut éviter à tout prix. Imaginez, si là vous pensez déjà que l'actualité ne parle que d'Epstein, si un jour on a Pam Bondi qui est en charge du dossier Epstein mis devant les caméras en mode tribunal pour voir si elle doit être arrêtée parce qu'elle cache les secrets du dossier Epstein pour protéger Trump, mais alors là c'est plus la chute, je ne sais même pas comment qualifier. C'est le cinéma pour nous, c'est popcorn à volonté, ça serait incroyable d'avoir ça et ce serait important pour le peuple américain, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle d'Epstein, on vous l'a raconté, on l'a dit une dizaine de fois, ce n'est pas un sujet politique, c'est devenu un dossier politique parce qu'il y a certains qui veulent dire ok, on va essayer d'attraper les démocrates et d'autres qui disent on va essayer d'attraper les républicains, mais c'est d'attraper des criminels et donc de protéger ces gens qui ont commis ces crimes, c'est de rester dans ça, et donc il faut que la justice soit rendue pour tout le monde. Ouais, exactement. Et au-delà donc de cette procédure-là, donc l'outrage inhérent au Congrès, vous voyez, vous avez appris de nouvelles choses aujourd'hui. On est aussi là pour ça. Au-delà de cette procédure de l'outrage inhérent au Congrès, il y a évidemment l'idée de dire qu'il y a des procédures à venir, parce que c'est celles qui serviront de base à un impeachment de toutes ces personnes-là, comme par exemple l'obstruction à la justice. Et dans cet esprit-là, on va écouter Robert Garcia, qui était ce matin invité je crois que c'était sur MS Now, ouais, et qui donc a lancé de manière officielle, en tant que démocrate au sein du Oversight Committee, un appel aux membres du FBI qui ont vu la totalité du dossier Epstein à venir témoigner dans le cadre de leur programme des lanceurs d'alerte. Vas-y Thomas. What are you going? So Ro Khanna and Thomas Massey, who you work with, are weighing impeachment articles against Attorney General Pam Bondi over her handling of the Epstein files. And again, I don't know what sort of protections she has, but you're right. She went on TV and said the files are on my desk, I think in February or something of that nature. Now, clearly, the volume of the files that we know exist couldn't have been on her desk, but she said so. She's the one who said she had the files. So the idea that they missed the deadline on Friday is wild, because they've known since Donald Trump was elected, because his own people said they wanted the files released. Dan Bongino said it. Kash Patel said it. Pam Bondi said it. And somehow they couldn't get it done by the end of December. That's exactly right. To spend this entire period of time, last few months, claiming that you have the files ready to be released, the president, of course, the entire campaign saying they wanted to release the files, and then this all-out effort to hide them from the public, to stop the will of Congress, to not answer the oversight subpoena. What they need to understand is that there are hundreds and hundreds of FBI agents and others that are good American patriots that have worked to put these files together. They know what's in them. And I have also a message. I have a message to all of those FBI agents, all the good Americans that want transparency and justice. We, of course, are interested in talking to you. If you are a whistleblower at the FBI, at the Department of Justice, if you know and worked hard to put the files together and are seeing your work now being hidden by your own Department of Justice, contact the Oversight Committee. We have whistleblower protections. We want to make sure that the truth gets out, that the survivors are protected, and we are hearing from folks across our government who have seen or know what are in these files. And we want you to know that you will be protected. We want that information, and the American public deserve the truth. Voilà, cette affaire-là n'est pas terminée, et c'est ce qu'on vous disait ces derniers jours, c'est que elle va continuer à courir pendant 2026, et que donc il faut, lorsque vous voulez parler d'obstruction à la justice, il faut laisser faire l'obstruction. L'obstruction, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Thomas, juste pour fermer ce chapitre, ce message, non, ce X de, je vous en parle souvent, la rédactrice en chef de Sarah Longwell, la rédactrice en chef de The Bulwark, donc une républicaine,
qui désormais est opposé à Donald Trump, en disant, voilà, on sait que Pam Bondi a menti en disant que c'était sur son bureau. Et c'est ce genre, on l'a entendu aussi dans cette interview, c'est ce genre d'événement qui servira, les propos, c'est là c'est intéressant, les propos de Pam Bondi viendront l'handicaper dans une procédure d'impeachment ou dans une procédure d'outrage inhérent au Congrès. C'est-à-dire qu'on va lui demander de justifier pourquoi vous avez dit c'est dans votre bureau, pourquoi vous nous avez dit qu'il n'y avait rien, pourquoi Kash Patel sous serment parce que tous ces propos vont être repris lorsqu'ils sont passés devant certains comités. Pourquoi sous serment, Kash Patel nous a dit que, à part Epstein, il n'y avait personne d'autre, 1200 victimes, un seul coupable. Pourquoi tout ça? Et pourquoi aujourd'hui vous nous dites que non, mais il faut qu'on fasse attention, on n'a pas eu suffisamment de temps, alors que vous avez reconnu avoir fait ce tri complètement du dossier. Vous l'avez reconnu par écrit, c'est écrit dans votre propre mémo que ça a été fait au mois de mars dernier et qu'à partir de là, en juillet, vous avez pris la décision de dire que le dossier est classé. Vous voyez tous ces propos qui changent parce que l'idée derrière, c'est de protéger Donald Trump. Ils vont être utilisés dans des tas de procédures, l'outrage inhérent au Congrès, l'impeachment et des procédures judiciaires pour obstruction à la justice contre Pam Bondi et les co-responsables de ce scandale d'État. Si nous avez menti une fois, vous avez menti combien de fois? Exactement. Et donc, on va conclure cette partie sur l'affaire Epstein, la conclure évidemment de manière temporaire, parce que dans nos prochaines émissions, dans les prochains jours, on va y revenir. Je vous prépare une enquête interdite sur ce sujet-là. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification. Y compris un nouvel épisode de l'enquête interdite, cette playlist qui est aussi sur notre YouTube. On va vraiment en profondeur dans des détails de l'affaire Epstein. Exactement, mais je ne voulais pas qu'on se quitte aujourd'hui avant de célébrer les 5 ans de la chute et vous offrir des cadeaux. Je ne voulais pas que l'on se quitte sans vous donner un autre exemple de censure. Déjà, je voudrais vous rassurer parce que il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il y a des choses qui ont été rendues publiques. On vous a parlé de ces fameux disques durs de Jeffrey Epstein, dont on sait qu'ils ont été saisis par le FBI et dont on ne connaît pas le contenu. Les disques durs, du moins certains d'entre eux, ont été rendus publics cette nuit sur le dossier Epstein. Vas-y Thomas. Voilà. Super. Parfait. Donc on a accès voilà. aux images. On a accès à la photo. Pas des images sur les disques durs, mais des images des disques durs. Donc on peut voir qu'ils existent. C'est comme qu'on a vu les photos des caméras, mais qu'on nous dit que les caméras n'ont rien dessus. Oui, et puis ils sont placés de telle manière que tu ne vois pas les titres qu'il y a dessus. Non, tu ne vois pas les enveloppes, strictement mais rien. On a rendu public les disques durs. Ça sert à strictement rien. Et on a même sur cette photo-là, on a cavardé les choses. Merci les gars, merci, super. C'est super, mais c'est transparent. C'est transparent. Il y a ce journaliste qui travaille pour Business Insider, qui travaille depuis des années sur l'affaire Epstein, je vous en ai très souvent parlé, qui lui rebondit sur le fait qu'il y a, en disant, allez, regardez, effort de transparence, Jacob Shamsian, qui explique que donc, dit, voilà, du côté de l'administration Bondi, de Trump, on dit, mais regardez, on vous a rendu public, on a respecté la loi, on vous a rendu public l'acte du grand jury de Ghislaine Maxwell. Il dit, ouais, c'est très bien, mais où sont les preuves qui ont permis cette inculpation? Où sont-elles? Ce qu'on disait avec Oli hier, c'est que s'il y a eu toutes ces enquêtes, pourquoi est-ce qu'on n'a que des images? On a l'impression d'avoir les images de la succession d'Epstein, des images de son téléphone. Où sont les rapports? Où sont les preuves de toute cette enquête? Oui, parce que la plupart des photos, en plus, c'est des photos prises, comme tu l'as dit Thomas, après. On ne peut pas débarquer chez Epstein en disant est-ce qu'on peut prendre des photos pour notre enquête et ensuite on va vous poursuivre? Non, ça ne marche pas comme ça. En parlant de chez Jeffrey Epstein, il y a un travail, Thomas, tu peux nous le mettre pendant qu'on parle, quand on vous parle de l'efficacité du public
On a vu qu'il y a eu cette page qui a été refaite, qui vous permet d'aller chercher, avec un outil de recherche beaucoup plus efficace que celui fourni par l'administration Trump. Et regardez ce travail, tu peux le faire courir, Thomas, pendant qu'on parle. Donc c'est la maison d'Epstein. C'est une modélisation en 3D de chez Epstein en reprenant Les images. uniquement les photos du dossier. Wow. Il a recréé la Les pièces. totalité de la pièce. On est chez Jeffrey Epstein, le bureau. On reconnaît le bureau de Jeffrey Epstein, en tout cas un des bureaux. C'est incroyable, non? C'est incroyable et c'est ça ce qu'on vous dit C'est rapide. que quand le dossier est sorti, qu'il fallait laisser quelques heures pour les gens qui vivent pour ça, de laisser faire leur travail. On reconnaît ces photos, on les a Ah. montrées. On les a montrées de la salle de sport. Et ça aide en plus parce que dans le dossier, ils ont fait exprès de juste nous donner toutes ces photos-là et qu'on se débrouille avec. Ouais. Et donc là, de contextualiser, ça aide toujours, je trouve. Alors, c'est ce qu'on appelle, il y a une stratégie, en droit. Si Maître Eolas était là, peut-être il nous donnerait l'équivalence en France. C'est une stratégie utilisée qui s'appelle le zéro contexte. Donc, c'est de noyer en donnant aucun contexte, en ne classant pas volontairement les photos de manière ou les documents de manière logique, pour que en fait ça prenne des heures et des heures de travail à la partie adverse. Très souvent c'est fait, un dossier n'est pas forcément rendu public, mais c'est pour la partie adverse, par exemple dans le cadre d'une discovery. C'est ce qu'a fait Donald Trump lorsque Jack Smith a lancé sa discovery. Il avait besoin de tas d'informations pour son enquête. C'est ces énormes dossiers. C'est incroyable, hein, ce travail qui a été fait. C'est là qu'on voit aujourd'hui, donc ça c'est la salle de massage, on voit aujourd'hui la force de certains citoyens. Moi, ça me rappelle, on avait fait cette émission sur le 6 janvier, je ne me rappelle plus le terme de ces citoyens américains. Ah, les Sedition Hunters. Ouais, Ouais, exactement. exactement. Oh, bravo, Cody. Merci, Ah, Cody. toi, t'es chaud pour plus tard, Cody. Cody, il est c'est bien. Reste Cody, il comme est ça prêt parce pour que- notre partie 5e anniversaire. Ouais, t'en auras besoin. Tu en auras besoin. En tout cas, c'est impressionnant. donc c'est Sedition Hunters. Si vous nous retrouvez, ce sont ces citoyens qui ont pris toutes ces images du 6 janvier et qui ont commencé à identifier les personnes qui étaient là pour aider tiens, voilà, on voit ce que c'est enfin. Pour aider le FBI et qui ont permis l'inculpation de pas mal de monde. Voilà, donc je voulais vous montrer ces images-là. Mais je vais vous donner maintenant, je vais vous montrer un exemple réel de censure pour protéger Donald Trump. Je vais vous parler de Sarah Ransom. Sarah Ransom, c'est une des survivantes de l'affaire Epstein. Vous la voyez derrière Virginia Giuffre. C'était lors d'une procédure. Elle est venue témoigner contre Ghislaine Maxwell en 2019. Et Sarah Ransom, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans l'histoire de Sarah Ransom, mais elle a été une des victimes de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. Et elle a raconté en 2016, dans le cadre d'emails envoyés à un journaliste, elle a raconté que une des victimes de Jeffrey Epstein, vraisemblablement Giuffre, lui avait raconté qu'il y avait des enregistrements vidéo. Hein, c'était avant, lorsqu'elle en parle, c'était avant que les photos sortent de chez Jeffrey Epstein et qu'on découvre tous ces systèmes de caméras vidéo. Et donc elle dit, voilà, il y a des vidéos qui existent et entre autres, parmi ces vidéos-là, il y a des vidéos de différentes personnalités. Le Prince Andrew, elle parle de Bill Clinton et elle parle de Donald Trump. Et dans le cadre de la procédure qui a été lancée par Giuffre contre Maxwell, de toute cette procédure de discovery, avec le soutien comme avocat de Brad Edwards, il y a eu, l'année dernière, en 2024, la publication de tout le dossier de la procédure Giuffre contre Maxwell.
pour la petite parenthèse, avant qu'on voit les documents, il faut savoir que Sarah Ransom est revenue quelque temps après sur ses propos, lorsque ses propos sont devenus publics. Ce n'est pas elle qui allait en parler publiquement de cette existence de cette vidéo, c'est qu'il y a eu des fuites au niveau de ses emails envoyés aux journalistes de New York Post, et donc elle a dit non, en fait, j'en ai parlé pour attirer l'attention sur l'affaire Epstein. Il y a 2 ans de ça, elle est revenue sur sa modification d'histoire en disant, dans la réalité, je maintiens ce que j'ai dit, mais j'ai dit que j'avais menti parce que je recevais des menaces de personnes proches de ce groupe-là. Vous avez juste les détails. Ce n'est pas le but de notre discussion aujourd'hui. Le but de la discussion, c'est de regarder ce document de 2024 qui, justement, c'est un document de justice. Nous sommes en 2024. C'est dans le dossier donc de Discovery de lorsque Ghislaine Maxwell a fait l'erreur d'attaquer Virginia Giuffre pour diffamation. Comme elle a attaqué Virginia Giuffre pour diffamation, il y a eu toute cette procédure pour se défendre de Discovery, où il y a eu une tonne d'informations à charge contre Ghislaine Maxwell qui, en fait, ont été publiées. C'est vraiment une histoire de karma. OK, elle a voulu faire taire Virginia Giuffre, et Virginia Giuffre a utilisé cette procédure pour prouver qu'elle avait raison. C'est vraiment pour résumer ça. Et donc, vous voyez que dans ce dossier Giuffre contre Maxwell, il y a un dossier Ransom. Thomas vous a montré en bas. Et il y a donc le témoignage de Ransom qui raconte un épisode qu'une victime de Jeffrey Epstein lui a raconté. Elle le détaille et vous voyez qu'il y a un nom qui apparaît dès le début du texte là-haut, Donald Trump, premier paragraphe. Donald Trump, on a des détails sur ce que Donald Trump aimait faire avec les seins d'une victime. Donc vous voyez, après vous avez Trump et Jeffrey, etc., etc. Donc c'est un document authentique. On ne se prononce pas sur l'authenticité, c'est pas le but ici de ce qui est annoncé là, d'accord? Mais c'est un document authentique. Dans le cadre de la volonté de transparence de l'administration Trump, ce document a été republié. On vous l'a dit, les premiers documents qui ont été publiés, essentiellement, c'était des documents qui existaient déjà. Et donc, ce document a été publié vendredi dans le cadre de la loi Epstein et, soi-disant, la volonté de transparence de Donald Trump. On va voir comment ce document a été publié il y a 2 jours. C'est pas le même document. Petite différence. Vous allez voir. Ce n'est plus les mêmes documents. Ce n'est plus le même document. Donc, regardez le document de 2024, le document de 2025, et on va voir quel nom a été caviardé vendredi dans ce document-là. Donc, si tu peux nous zoomer sur le premier paragraphe. Donc, vous avez le document de 2024, page 16 sur 16. Vous avez la date là-haut. Vous avez le 24 qui termine. Et là, vous avez le document qui vient d'être publié par le département de la justice de Donald Trump, où vous avez un nom qui a disparu. Évidemment, c'est le nom de Donald Trump. Et c'est pour ça que Donald Trump n'est pas dans le dossier Epstein. Et c'est pour ça que Todd Blanche va venir vous expliquer que non, on ne va pas supprimer le nom de Donald Trump, sauf si c'est pour protéger les victimes ou protéger, et ça c'est lui qui le rajoute parce que ce n'est pas le cas de la loi, le privilège avocat-client. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document qui démontre que Donald Trump est une victime? Je pense que vu l'acte qui est raconté, c'est plutôt le contraire. Et
ou Donald Trump est un avocat qui est en train de communiquer avec son client ou vice-versa. La réalité, c'est que dans le dossier, on a supprimé la présence de Trump, comme on l'a fait avec cette photo vendredi soir, et c'est pas sa réapparition dimanche en fin d'après-midi à 2 jours de Noël, en trouvant toutes les excuses possibles et imaginables, qui va nous faire changer d'avis. Il y a une mission pour protéger Donald Trump. C'était la chute.